Maurice Pialat avait réalisé en 19 minutes le procès tragique de la banlieue. Dans un noir et blanc saumâtre, il défile une humanité somnambule, factice, qui passe de trains en pavillons en oubliant de vivre. L'ennui, le principal agent d'érosion des paysages pauvres. Les enfants jouent sur les pistes aériennes, les visages fermés trottinent sous les publicités mensongères. Et les hommes meurent à petit feu, en silence, courtoisement, à 3 kilomètres des Champs-Élysées. Pialat nous disait dans ce film « Voici venu le temps des casernes civiles, univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres, dégradés avant la fin des travaux. Et alors c'est toujours le même mécanisme sauvage, allié à l'éradication des sensations. C'est toujours un monde de spectres. » Alors nous allons parler de la banlieue, mais aussi de l'Afrique et de plein de choses ce soir, avec un homme qui a assez de musique en lui pour faire danser la vie. Rost, bonsoir. Bonsoir, dis donc. Alors, oui, c'est pas de la tarte. Hein, bravo, quelle introduction. Bravo, bravo. Vous allez voir, le reste est plus à l'avenant. Hein. Il y a moins de certitude sur le... Alors, votre grand-père était imam. Et vous dites que la religion est la première des colonisations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Absolument. Pour moi, je pense que les gens sont pervertis par la religion. On a, je prends le cas de l'Afrique par exemple, il y a une espèce d'évangélisation qui s'est faite pendant très longtemps par le christianisme. Et puis depuis des années, on a cette espèce de colonisation aussi qui se fait par le côté extrême de la religion musulmane, avec les massacres qu'on connaît de certains villages entiers, parce que les gens ne veulent pas se convertir. Et donc, pour moi, c'est une espèce de perversion, une espèce de... Et je trouve que souvent, les gens qui réagissent uniquement par rapport à la pensée religieuse, souvent n'ont pas le recul. La religion, c'est l'humanité. La religion, c'est l'amour de l'autre, le respect, la tolérance, l'ouverture, l'acceptation de la différence. Et malheureusement, je trouve que plus les gens sont religieux aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, moins ils sont tolérants et moins ils acceptent que les autres pensent différemment d'eux. Et puis, je vois ce qui se passe beaucoup en Afrique et dans les pays pauvres. Les évangélistes ont aujourd'hui colonisé la plupart de ces pays-là et les gens ne vivent qu'à travers l'espoir. Et on a besoin d'espoir pour vivre. Mais quand on dit à un pauvre qui a 2 francs de donner 1,50 franc au prêtre qui lui arrive avec ses bagues en or et sa voiture, son 4x4 et ses chaussures croco pendant que les autres sont en train de mourir de faim et que le pauvre va donner 1,50 franc à l'église et garde 50 centimes pour lui en se disant que Dieu lui rendra, c'est un problème. Mais est-ce que la religion n'a pas aussi un but social ? Est-ce que ça ne permet pas en quelque sorte de contenir les gens ? Est-ce que ça n'a pas été inventé, parce que ça a été inventé, dans une perspective sociale, d'organisation de la société, pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi ? Alors on dit qu'on invente le péché, on invente le purgatoire, etc. Alors, pour pas qu'il y ait de malentendus, moi j'ai beaucoup de respect pour les croyants. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent leur foi dans le respect de ces valeurs que je viens de citer tout à l'heure. En outre, aujourd'hui, c'est devenu quand même un vrai business. C'est devenu un outil pour certains pour promouvoir la haine de l'autre qui est différent de lui ou qui croit différemment. J'étais en colère il n'y a pas très longtemps d'ailleurs parce que j'ai vu un sondage qui avait été fait par BFM à la suite des élections présidentielles et qui demande aux gens qui disent que les catholiques ont voté à 80% à peu près pour Marine Le Pen et que les musulmans auraient voté à la grande majorité pour Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir dans la République ? Quand on parle de République, on parle de la laïcité en France. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qui vote quoi et pourquoi, quelle religion il est. On s'en fout de ça. Donc, c'est cette utilisation qui est faite pour diviser les gens. Et moi, c'est ça qui me dérange. Mais c'est comme le code pénal. Le code pénal est là pour régir notre vivre ensemble.
la religion, je pense qu'au départ, c'est aussi les écrits religieux, c'est aussi pour ça. Parce que l'être humain n'est pas assez autodiscipliné pour pouvoir vivre avec des règles. Et cette peur, et puis aussi, je pense quand vous avancez dans l'âge, vous avez besoin aussi de vous accrocher à des choses. Bien sûr, pour pas avoir peur de la mort, exactement. À la vie éternelle. Voilà, exactement. Si on a fait D'ailleurs, il y a beaucoup de religions dans les prisons, parce que les gens qui ont fait des conneries, ils se repentent. Absolument. Donc je pense que oui, quelque part, j'entends ce que vous dites aussi. Donc oui, on a besoin d'avoir un ordre sociétal, et ça passe aussi par le code pénal, qui lui, voilà, est très pragmatique, et de l'autre côté, ce qui crée aussi de l'espoir quelque part chez les gens. C'est drôle parce que quand on vous écoute, et ce que j'ai vu aussi en lisant votre livre ou en écoutant vos interviews, on a l'impression que vous êtes un peu un rappeur centriste. C'est-à-dire, vous savez, tous les rappeurs sont alors soit complètement, ou même les gens un peu polémiques, soit comme Yacine Beattard, Roca Diallo, ou alors complètement de l'autre côté. Et vous, on a l'impression que vous êtes un peu le rappeur du en même temps. Alors ça, c'est une injure. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas, mais c'est plutôt une qualité, un rappeur un peu modéré, qui comprend l'adversaire, qui est un peu, voilà. Mais moi, j'ai grandi dans la tolérance, dans l'ouverture d'esprit, dans la capacité à accepter l'autre dans sa différence, pour avoir subi moi-même pas mal de discrimination, pour avoir eu un parcours extrêmement compliqué, pour avoir rencontré des gens qui me condamnaient au cimetière ou à la prison quand j'étais jeune. Pour avoir traversé certaines choses, j'essaye d'analyser le monde avec un regard différent, d'avoir un spectre à 360 degrés et me dire que c'est pas monocolore. Il y a des nuances. J'ai pour habitude de dire qu'on a 50 nuances de grès, parce que la vie, elle est ainsi. C'est jamais tout noir ni jamais tout blanc. Moi-même, je suis pas tout noir. Regardez ma main, elle est pas noire. Donc bon, voilà, les choses ne sont pas complètement figées, et on a. Quand on respecte l'humain, quand on resitue l'être humain au centre du débat, je pense qu'on a compris qu'on a aussi nos différences, nos divergences, qui doivent être des outils d'enrichissement mutuel. Et moi, j'ai toujours essayé d'avancer dans cette dynamique-là. Et puis en plus, je suis un progressiste et un pragmatique. Voilà, vous êtes un pragmatique, oui, tout à fait. Exactement. Donc, quand on est pragmatique, on dit 1 plus 1, ça fait 2. Donc voilà, on analyse et on essaye de comprendre comment on peut atteindre cet objectif-là ensemble. Alors, on va parler de votre enfance. Au Togo, l'espérance de vie est de 52 ans pour les hommes, 56 ans pour les femmes. Vous dites, on meurt jeune, mais on vit vrai. Plus vrai qu'en métropole ? Oui. Ouais, pourquoi ? Oui, beaucoup plus, parce que je pense que le côté superficiel avec lequel on grandit, avec lequel, je vais réutiliser ce mot-là que j'utilise souvent, avec lequel on colonise l'esprit des gens, il y a beaucoup moins ça en Afrique et plus globalement dans les pays pauvres. Même si aujourd'hui, ça commence à bouger quand même avec l'accès à Internet et tout ça. C'est vrai que ça bouge. Les gens ont d'autres aspirations et ils ont accès à la pub, ils ont accès au mode de vie des autres dans les autres pays. Donc, il y a une nouvelle génération qui, elle, change. Mais là-bas, on y vivrait. Les gens ont très peu de choses et je peux vous dire, vous rentrez chez n'importe qui, même si eux-mêmes n'ont pas à manger pour eux, le peu qu'ils auront, ils vont d'abord vous donner et eux mangeront le reste. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Dans les familles pauvres, ayant grandi moi-même dans des conditions assez particulières, voilà, nous, on a passé des 3-4 jours sans avoir rien à manger quand j'étais gamin au Togo. Monter au côtier, exactement. Voilà, c'est terrible. Et c'était la seule manière qu'on avait de se mettre quelque chose dans le ventre à des moments donnés, c'était aller cueillir les noix de coco et de se nourrir avec ça. Donc, moi, j'ai connu ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où les gens sont beaucoup moins superficiels et plus authentiques. Mais alors ça, on va en parler, parce que on va parler de l'identité, parce que ça revient un peu à ça aussi, vous dites dans quelque sorte que l'Afrique perd son âme. Mais on vous demandait, je crois dans un débat, je crois que c'était avec Zemmour, je ne sais plus où on n'est pas couché, qu'est-ce qu'être français ? Vous disiez, je parle français, donc je suis français.
Et on pourrait se dire aujourd'hui, il y a énormément de gens qui disent qu'ils défendent l'identité française contre le grand remplacement, ou les voilà. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, est-ce que l'identité française, c'est pas l'américanisation? Est-ce que finalement, l'identité française, c'est pas une construction de toutes pièces? Parce que le type qui va chez McDonald's, qui joue aux jeux vidéo, qui regarde des films américains, qui est français, il n'est pas plus français que le Libanais qui s'intéresse un peu à la culture française. D'ailleurs, moi, ça m'a amusé, j'ai reçu pas mal d'académiciens. Et les académiciens qui font le dictionnaire de langue française, donc qui s'intéressent à qu'est-ce qu'est la langue française, c'est que les étrangers. C'est que Malou, voilà. Parce que c'est les seuls qui s'intéressent à qu'est-ce qu'est la langue française, alors que les Français, ils s'en foutent complètement. Donc est-ce que finalement, c'est compliqué de parler d'assimilation ou d'identité française, parce que l'identité française, ça n'existe plus ou ça n'existe pas? Alors, par respect pour les identitaires, je ne vais pas dire que ça n'existe plus ou ça n'existe pas. Je leur laisse la paternité de ça. Par contre, il y a deux choses fondamentales. L'identité est-elle quelque chose de figé? Moi, je réponds non. Parce elle est en permanence en mouvement. On est permanence en mouvement. Depuis que le monde est monde, les gens bougent. Je suis sûr que si on fait des tests ADN de n'importe qui, il y a toujours une part de quelque chose qui vient d'ailleurs. Il y a très peu de gens qui sont vraiment depuis les lignées. D'ailleurs, alors après, les tests ADN ne remontent pas à plus de 100 ans au niveau des origines des gens, mais je suis sûr que voilà, il y a ça, il y a toujours eu ce mouvement. Et j'adorais quelqu'un qui m'a dit que les premiers colons, c'était justement les explorateurs. Parce qu'eux ont quitté leur pays, eux sont allés chez les autres. Donc le grand remplacement, c'est pas nous qui le faisons. C'était déjà eux qui faisaient ça, en allant chez les autres, en imposant leur mode de vie, en imposant leur façon de voir les choses. Donc il y a déjà cette perversion-là, intellectuelle. Et de deux, moi, quand j'ai répondu par provocation à Zemmour que je suis français parce que je parle français, parce qu'il y a toute cette histoire coloniale avec l'Afrique subsaharienne et même une partie du Maghreb d'ailleurs, avec la colonisation française. Donc il y a une identité qui a été aussi construite à travers ça. Vous allez en Afrique, vous regardez les programmes télé, c'est que des films français. Moi, j'ai grandi avec l'image des Champs-Élysées, Mireille d'Arc, comme je dis dans mon bouquin. Moi, j'étais un fan de Mireille d'Arc et je me disais un jour, j'ai envie de l'épouser, cette femme. Mais est-ce que ça, c'est pas triste à constater? Est-ce que ça, parce qu'on a l'impression que vous revendiquez cette identité, du coup? Ou est-ce que vous vous dites, c'est dommage que les Africains soient tellement obnubilés par l'identité française, par la France, et n'aient pas leur identité propre? Est-ce que c'est pas un... Alors, l'Africain en lui-même qui vit en Afrique a son identité africaine. Mais, encore une fois, comme je dis, c'est pas quelque chose de figé. Donc, c'est en mouvement. Et ce mouvement-là, il se fait à travers l'éducation. Il se fait à travers et dans l'éducation, je mets l'ensemble, ce que les parents peuvent inculquer aux gamins, mais aussi ce que leur environnement, leur monde, les médias, tout ça crée l'identité de quelqu'un. Parce qu'on se forge à travers nos expériences, on se forge à travers notre éducation, on se forge à travers nos rencontres, on se forge à travers nos lectures. Et d'ailleurs, le nouveau bouquin que je viens de terminer, il parle un peu de ça, de cette culture qu'on inculque à ces gamins depuis tout petit, et à un moment, ils se l'approprient. Et à un moment, ils veulent s'identifier à cette identité. Donc, ça pousse parfois certains vers des risques inconsidérés parfois pour essayer d'aller vers cette identité-là, en se disant que je serais peut-être mieux dans ce corps-là que dans l'esprit de chez moi. Mais comment vous expliquez alors pourquoi les identitaires français se battent contre l'immigration et pourquoi ils ne se battent pas contre l'américanisation, contre la mondialisation? C'est assez étonnant, quoi. Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre ça. Vous savez, il n'y a que les imbéciles pour croire qu'on arrête le progrès. Le monde évolue en permanence. Ils peuvent monter au ciel et redescendre, faire ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien. Le monde bouge. Les gens bougent, la société, elle bouge, notre jeunesse, elle bouge. Mais elle s'uniformise dans le monde entier, ça, c'est peut-être... Mais oui, mais alors c'est peut-être ça aussi c'est peut-être ça aussi le problème.
Alors, cette uniformité, est-ce qu'elle est productive ou elle est contre-productive? C'est aussi ça. Après, à un moment, il faudrait s'interroger là-dessus. Et dans ce cas-là, peut-être voir comment on peut essayer d'avoir une espèce de singularité qu'on inculque à nos gamins et aux plus jeunes. Et est-ce que vous pensez que on peut expliquer, par exemple, vous expliquez le djihadisme par cette rencontre entre des gens en perdition, perdus, et en même temps la rencontre avec l'américanisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les djihadistes vivent un islam de synthèse. C'est-à-dire ils ont des tapis avec des boussoles pour indiquer la Mecque. Ils vivent dans un islam complètement reconstitué, qui d'ailleurs n'a aucun lien avec l'islam qui existe vraiment, l'islam historique, et qui est un islam qu'ils ont réinventé dans leur tête à coup de jeux vidéo, de violence, de drogue, etc. Ils ont créé une sorte de truc de synthèse totalement... Vous savez, lorsqu'on traverse des périodes fragiles de la vie, les périodes compliquées, on est fragilisé et souvent c'est le moment le plus propice aux obscurantistes. Et puis, lorsque les institutions, la République fait son boulot, elle permet à certains de traverser cette période-là. Et quand la République est absente, lorsque l'espoir est absent, ce sont les obscurantistes qui prolifèrent. C'est parce que c'est un terreau fertile pour eux. Et donc, ces gens qui, eux, sont dans une espèce de... Comme je vous disais, moi, mon grand-père était imam. Ce qui m'a inculqué de la religion musulmane n'a aucun rapport avec ce que j'ai découvert, moi, en arrivant en France. Par exemple, j'ai grandi à Belleville. Belleville, à l'époque... c'était un quartier où, voilà, c'était... Aujourd'hui, pour nous, c'est le 16e arrondissement, nous qui avons grandi là-bas. Moi, j'ai grandi rue de Lorient. Rue de Lorient, à partir d'une certaine heure, quand vous n'habitiez pas la rue, vous ne la traversiez pas. Donc, j'ai grandi là-dedans, avec tout ce que ça engendre. La violence que ça engendre. Les désespoirs permanents. Chaque jour, on avait quelqu'un qui se faisait tuer pour une connerie. Les drogués, c'était pas ça qui manquait, c'était la plaque tournante à l'époque d'ailleurs de la drogue. Quand on grandit là-dedans, quelle vision on a du monde, quel espoir on peut avoir? Eh ben, moi, à l'époque, oui, j'ai rencontré des gens qui venaient me voir, des barbus, qui me disaient « Viens à la mosquée, nous, on va s'occuper de toi, on va regarder dans quoi vous vivez », parce qu'on vivait à neuf dans un squat de 28 mètres carrés avec les rats, les cafards, les toxicos, et qui se piquaient dans les escaliers. Eh ben, eux, ils vous proposent autre chose. Ils vous disent, viens, si tu n'es pas assez solide mentalement, si ton éducation de base n'est pas assez solide et que tu n'as pas une personnalité forte, tu peux vite basculer. Alors, ceci dit, une fois dit ça, il y a quand même des gens que ça a sauvés. J'ai des amis qui ont été vers la religion et qui ont réussi à s'en sortir grâce à la religion. Et il y en a d'autres, malheureusement, quand ils tombent sur le mauvais gars, le mauvais imam, qui les emmène du côté obscur de la force, et ben, ils finissent mal, malheureusement. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant que les Zemmour, Marion Maréchal n'aiment pas l'islam, alors que finalement, l'islam propose une société qui devrait pas trop mal leur convenir. Mais ce sont leurs alliés. Voilà, tout à fait. C'est une société rigoriste, une société pas féministe, voilà. Donc finalement, il devrait plutôt voir là des soutiens, quoi. Ah oui, mais j'essaie d'en parler avec Zemmour un jour, mais je crois qu'il ne comprend pas ça. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Alors, on va parler un tout petit peu on va refinir de votre vie. Vous racontez qu'en Afrique, vous dites, seules les femmes peuvent faire bouger les choses. Et d'ailleurs, votre ONG assure les frais de scolarité de milliers de jeunes au Togo et au Bénin. Alors, oui, des centaines pour l'instant. Ah, mais moi j'avais vu des milliers. Je l'espère, voilà, je l'espère un jour. Mais bon, comme c'est moi-même qui finance la grande majorité du projet, bon, c'est pas toujours évident. Mais oui, parce que moi j'étais factuel à un moment donné. 2015, on a une recrudescence des morts en Méditerranée, avec un bateau avec 1200 migrants qui avait coulé. Quelques jours après, il y en a eu un autre avec 800 personnes à bord. Pour moi, ça a été d'une violence extrême. Parce que j'imaginais sur ce bateau mon père qui a dû quitter le Togo, par exemple, dans des conditions très particulières à l'époque. Je me dis, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être nous, ma famille. Et
nous qui avons la chance d'avoir le micro, qui est une belle arme de construction, contrairement à d'autres armes qui sont des armes de destruction, cette arme, elle doit servir à porter ça. Et j'ai essayé de monter au front. Et après, je me dis, OK, une fois qu'on est monté au front médiatiquement et qu'on a dit les choses, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, à notre petit niveau? Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que la grande majorité des microcrédits, par exemple, les microcrédits, quand c'est prêté à des hommes et à des femmes, la grande majorité qui remboursent, mais de très loin, ce sont les femmes. Et qui, en plus, ont fait fructifier l'argent la plupart du temps. Et puis moi, venant du Togo, il y a des femmes qu'on appelle les nanabens, que j'ai connues depuis gamin, et qui sont les femmes qui tenaient l'économie du tissu. Les pagnes et tout ça, c'était elles qui tenaient cette économie-là, et elles faisaient prospérer le pays avec ça. Donc, je suis convaincu que ça passera par les femmes. Et en plus, c'est une société matriarcale, l'Afrique. Et quand une femme est éduquée, c'est l'ensemble de la famille qui est éduquée. C'est un calcul très simple. D'ailleurs, c'est étonnant, vous parlez des réfugiés. Aujourd'hui, avec les réfugiés ukrainiens, là, tout d'un coup, il y a toute l'extrême droite qui dit « On adore les réfugiés !» Ça rappelle un film qui s'appelle « Les invités de mon père » avec Lucchini, où le père dit « Je vais accueillir des sans-papiers chez moi ». Alors, tout le monde imagine les Roms ou là. Et en fait, il reçoit une mannequin ukrainienne qui va le dépouiller d'absolument tout. C'est un peu ça, quoi. Il y a une énorme hypocrisie là-dedans. Mais oui, évidemment. Je suis sur I24 tous les lundis et on a des débats parfois assez hard là-dessus. Et il y a 2-3 semaines de ça, ce que je disais avec mes débatteurs, je dis mais il y a quand même une espèce d'hypocrisie là-dessus. Quand il y a eu les Afghans, on n'a pas voulu les accueillir. Quand il y a eu les Syriens, on n'a pas voulu les accueillir. Tous les jours, combien de pays en Afrique sont en guerre depuis très longtemps? Vous prenez le Nord Kivu, par exemple, il y a des millions de morts en l'espace de 10 ans. Il y a eu des millions de morts. Que fait-on pour ces gens-là? Mais on ne fait rien. Donc, et là, d'un coup, c'est à nos portes. Ils sont blancs. Donc, on décide de les accueillir. L'humanité doit-elle faire des différences par rapport à la couleur ou à la religion des gens? Voilà pourquoi je dis que notre humanité est malade. Elle est malade de ça, de ces différences, de ces gens qui tuent justement l'humanité avec le grand H. En pensant être dans l'humanité, ils tuent l'humanité avec un grand H. D'ailleurs, l'extrême droite, les gens sont paumés parce qu'ils considéraient que l'Ukraine... Il y a énormément de l'extrême droite qui voyaient là un peu le paradis blanc, le pays idéal. Et là, en même temps, ils soutenaient Poutine et tout d'un coup, Poutine attaque l'Ukraine. Donc là, ils sont complètement déboussolés. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je ris, entre guillemets, de ce qui se passe actuellement parce que c'est toute l'hypocrisie de notre société qui est en train de se mettre au grand jour. Donc, très bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est chaque drame, malheureusement, ça passe par des drames, doit nous apprendre des choses, mais j'ai l'impression qu'on n'apprend jamais rien en fait. On produit les mêmes choses. Il y a une chose qu'on n'a pas appris, c'est qu'on n'a pas appris de la guerre en Irak. Et Sarkozy sous BHL en 2011. En Libye. Alors ça, j'étais très content que vous le disiez, que finalement Kadhafi, c'était pas si mal. Mais alors, je ne vais même pas dire que Kadhafi, c'était pas si mal. Je vais vous dire une chose. En tant que originaire d'Afrique, je peux vous dire 95% des Africains pensent que Kadhafi est quelqu'un de bien pour le continent. Il aurait fallu 5 Kadhafi en Afrique et l'Afrique s'élevait. On a eu des hommes comme Thomas Sankara qui ont été assassinés avec la complicité sur demande de la France et avec la complicité à l'époque de la Côte d'Ivoire et du meilleur pote d'ailleurs de Thomas Sankara. Moi, ma conscience politique est née à ce moment-là. J'étais gamin, j'étais au Togo, mais ce truc avait eu une résonance tellement énorme pour nous, Africains, parce qu'on se disait qu'à travers des gens comme ça qui avaient cette probité, qui avaient cette intelligence, cette ouverture, cette vision du monde, et se dire qu'à un moment, stop, la corruption, ça suffit. Les grosses voitures, pour les ministres, même pour le président de la République, ils voulaient vivre comme tout le monde. Voilà. Il y en a un qui a dit ici qu'il voulait être un président normal, on l'a moqué. Bon, je ne dirai pas qui.
Alors que c'était les mêmes qui réclamaient d'ailleurs qu'ils en avaient ras-le-bol de l'autre qui était un excité fini et qui voulait quelqu'un de normal. Et quand le normal est arrivé, ils n'étaient pas contents non plus. Donc bon. Mais donc moi, Kadhafi était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses pour l'Afrique, pour beaucoup de pays africains. D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez vous un immigré libyen? Non, non, et ben voilà. J'étais content. C'est aussi simple que ça. Ils avaient voilà. pas envie de partir. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et contrairement, alors après, j'en veux pas aux Occidentaux, les gens qui vivent ici. J'ai des débats des fois parfois très très vifs avec certaines personnes sur le sujet, qui pensent connaître le sujet alors qu'ils y connaissent rien du tout. Ils ont un regard qui est occidental avec la colonisation d'esprit qu'on leur a fait à travers les médias depuis toujours. Mais moi, si j'avais toujours vécu en France et que je m'étais intéressé uniquement à ce qui se passe en France et en Occident, j'aurais certainement leur vision. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne leur en veux pas. Mais quand vous venez des deux rives et que vous avez le regard des deux rives, je peux vous dire que vous ne voyez pas les choses de la même manière du tout. Et cette propagande qui est faite pour dire que c'était un dictateur qui assassinait son peuple, je suis désolé, ça, c'est du mensonge. Dans tous les pays, il y a toujours eu des manifestations. Regardez les Gilets jaunes, allez demander aux éborgnés, est-ce que c'est Kadhafi qui les a éborgnés? Non. Ouais. Bon. Mais est-ce que finalement, on a l'impression que les Européens sont dans les démons du bien, c'est-à-dire dans la tyrannie du bien, c'est-à-dire pour faire le bien au nom des bons sentiments, des droits de l'homme, que Kadhafi ne respectait pas complètement, c'est vrai, mais ils sont prêts à déstabiliser des pays, mais ça part de bons sentiments. Donc, Mais alors, est-ce que vous savez le nombre de fois où la France a été condamnée pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme? Oui. Bon, sur plein de plans, et vous prenez les prisons aujourd'hui, l'état des prisons, par exemple, la France est régulièrement condamnée là-dessus, sur les décisions de justice parfois qui sont tronquées. La France a été condamnée à plusieurs reprises là-dessus. Moi, j'ai un pote, quelqu'un que je connaissais qui est dans mon quartier à l'époque, qui a été tué dans le quart des flics, et la famille n'a jamais pu faire valoir ses droits. Et il a fallu la Cour européenne, qu'ils aillent jusqu'à la Cour européenne pour que la Cour européenne demande à la France d'indemniser la famille. Donc, je vais vous dire, ceux qui outrepassent les droits de l'homme aussi, ils sont aussi, chacun doit se remettre en cause. Et qui sommes-nous pour aller bombarder des gens, soi-disant parce que nous, on veut leur apporter la démocratie? On voit le chaos que c'est aujourd'hui la Libye. Et je peux vous dire une chose, ils ne se rendent pas compte. Mais on peut dire... Ouais. Ça, c'est le terrain de formation aujourd'hui des futurs terroristes. Bien sûr, ouais. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose aussi de la Tunisie et de l'Égypte? Alors, c'est encore des cas différents. Ouais. Il y a une répression violente en interne. Pour ce qui est, par exemple, de l'Égypte. La Tunisie, il y a eu un élan du peuple qui a voulu à un moment dégager des gens qui étaient au pouvoir et qui avaient trusté l'ensemble de l'économie du pays au profit d'une famille. Et ça, c'était un problème. Donc, ils ont voulu dégager ça. Il y avait aussi des gens qui revendiquaient aussi, alors pas en Tunisie, parce qu'en Tunisie, ils sont un peu plus libérés là-dessus sur la question du voile. Mais c'est très... Donc, c'est encore... Mais c'est un chaos aujourd'hui. Mais exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais. Mais... Est-ce que parfois, il ne faut pas enfanter du chaos pour pouvoir récupérer derrière la paix? Là j'ai l'impression quand même, la Tunisie était un pays qui avait pas mal de touristes, qui était assez relativement prospère sous Ben Ali. Et là, la Tunisie... Oui, mais au profit de qui, en fait? C'est ça le truc. Oui, mais là, la Tunisie, c'est le chaos total. Les gens qui... mais c'est le peuple... Contrairement à la Libye, c'est le peuple tunisien lui-même qui l'a voulu. C'est pas des gens qui ont décidé un jour d'aller assassiner le président pour les gens. Non. La Libye, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien sûr. Et puis le jour où, si un jour les instances internationales font réellement leur boulot et vont au fond des choses, je pense qu'on saura d'autres choses sur la question libyenne par rapport à Sarkozy et toute sa bande. Vous pensez qu'il y a une histoire de financement? Moi, je ne pense rien du tout. Je dis tout juste que si les instances internationales faisaient correctement leur boulot, déjà aujourd'hui, on aurait Sarkozy devant la Cour pénale internationale, on aurait George Bush devant la Cour pénale internationale et prochainement, Poutine devant la Cour pénale internationale. Alors, on va avancer sur votre vie. Dans les années 90, vous devenez tagueur et votre grand truc, c'est d'être dans le métro, de sortir par la fenêtre et de taguer le métro vert. Et vous avez un jour un pote qui se prend une barre dans la gueule. Ouais, c'était notre jeunesse. Nous, Il est mort? Non, mais il était complètement ouvert. Ouais. Mais
On ne se rendait pas compte, nous. Vous savez, quand vous vivez dans certaines conditions et que vous pensez que votre vie n'a pas de valeur, que vous n'existez pas, que vous n'êtes pas, avec un grand E, être, en fait, il n'y a rien qui vous fait peur. Vous ne vous rendez même pas compte des risques inconsidérés que vous prenez. Avec le recul, je me dis, mais on a fait des choses, mais waouh, c'est lunaire. En 91, vous vandalisez la plus belle station du métro parisien. Je crois qu'elle était toute peinte ou un truc comme ça. Et ça fait la une des journaux. C'était pas du vandalisme, c'était de la décoration. Ah, de la déco. Voilà. Aujourd'hui, on aurait pu payer des artistes pour faire ça. Eh ben voilà, ils auraient dû nous payer à l'époque. Voilà, mais ils nous ont fait des histoires. C'était quoi cette station? C'était Louvre? Le Louvre, ouais, c'était ça, ouais, le Louvre. Et alors quand même, en 93, vous prenez 7 coups de couteau. En 94, vous êtes pris au piège dans un guet-apens, un ami perd un œil. Est-ce que vous auriez pu basculer un peu dans la délinquance ou... Ah, mais moi, ma jeunesse de mes 11 ans jusqu'à mes 19 ans, j'étais un enfant de la rue, hein, j'étais dans la rue, j'ai grandi dans la rue. Ma première famille, c'était celle de la rue, parce que j'avais pas d'espace chez moi. Et qu'on vivait dans un quartier où soit tu étais le coq dominant, soit tu n'existais pas et tu devenais la victime. Donc, à un moment, il fallait s'imposer. Bon, il m'a fallu quelques jours quand je suis arrivé en France pour comprendre où est-ce que j'avais atterri. Et l'avantage, quand vous avez dû grandir sans vos parents, moi j'étais séparé de mes parents à l'âge de 4 ans, et l'avantage de ça, c'est que vous développez des capacités d'analyse, d'adaptation très très forte. Et j'ai vite compris l'environnement dans lequel j'étais et je me suis adapté un peu trop. Voilà. Mais c'était ça, c'était la loi de la jungle, c'était le plus fort qui pouvait s'en sortir. Il n'y avait que le coq dominant qui pouvait s'en sortir. Vous êtes sans famille pendant 7 ans, avec 9 frères et sœurs dans un squat de 28 mètres carrés qui s'est écoulé 1 mois après l'évacuation. Et on pourrait se demander, parce qu'on dit souvent que c'est la pauvreté qui fait la délinquance. Mais c'est pas que ça, parce que par exemple le département le plus pauvre de France, c'est la Lozère, c'est celui où il y a 0 délinquance. Donc est-ce que c'est une question de culture? Qu'est-ce qui crée la délinquance en fait? Alors, Et pourquoi vous n'avez pas mal tourné aussi, par exemple? Je ne pense pas que la question de la délinquance soit le seul facteur, mais je ne pense pas qu'il y ait une décorrélation. Parce que le même gamin, vous le mettez dans un autre environnement plus propice, il évolue souvent beaucoup mieux. Ah oui. Donc, il y a un ensemble d'éléments. Ce n'est pas que la question de la pauvreté. Il y a la question de l'environnement. Évidemment, quand vous êtes à la campagne avec rien autour, c'est beaucoup plus difficile d'aller faire des conneries que lorsque vous avez tout à proximité et que vous avez accès à rien. Quand vous allez à l'école et que presque tout le monde est à peu près pareil, vous n'avez pas besoin d'être au-dessus des autres en ayant les dernières Nike. Moi, je suis devenu violent la première fois quand j'ai mis mon poing dans la gueule de quelqu'un. C'est parce que j'en avais ras-le-bol qu'on se fout de ma gueule, parce que mes parents n'avaient pas les moyens, ils m'achetaient les vêtements qu'ils pouvaient et les autres se foutaient de ma gueule parce que j'étais habillé comme quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et puis, une première fois, une deuxième fois, et puis un jour, c'est vous qui vous faites défoncer la gueule, et à un moment, tu en as ras-le-bol de te battre pour ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux être comme tout le monde. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la pression de la société, de cette société superficielle, consommation à outrance. Et donc, il fallait avoir les dernières Nike. C'est la société acculturelle, parce que exactement. En province, par exemple en Lozère, il y a un contrôle social très fort. C'est très organisé depuis des lustres. Exactement. Alors que là, c'est Il y a un ensemble de gens qui cohabitent, qui vivent ensemble et qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent avec l'environnement dans lequel il est. Vous savez, je démarre mon bouquin Enfants des lieux bannis par une phrase. Nul ne naît mauvais, on le devient. Souvent, par la force des choses, notre environnement reste un élément déterminant dans le processus. Le poids de l'environnement dans le processus, dans l'évolution de chacun, il est juste fondamental. Stop! Attends! Abonne-toi, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et laisse un commentaire. Alors, avant de parler de tournée de la France pour aller voter, en 2008, vous faites un disque avec Francis Lalanne. Il y a pire comme façon de mal tourner que de faire un disque avec Francis Lalanne. Ça s'est passé comment? Parce que moi, je devais le recevoir dans mon émission. Et déjà, quand je l'appelais, je tombais sur des SDF ou des gens dans la rue qui me disaient « Francis Lalanne nous a emprunté notre téléphone. »
Et quand au moment de l'émission, il a demandé à dormir chez moi. Donc on l'a pas fait. Alors ça s'est passé comment? Bon, alors Francis, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Ouais. Avec qui on se voyait presque 2-3 fois par semaine pendant 2-3 ans. Mhm. On allait souvent, je l'emmenais souvent, il était parrain d'un club en province et tous les week-ends, on était là-bas ensemble. Et la semaine, on se voyait, tout ça. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière. Et en même temps, moi, j'ai voulu faire ce disque avec lui parce que justement, il y avait cette sensibilité-là. Mhm. Et la question des sans-abri est quelque chose, moi, qui me touche profondément par rapport à une expérience Oui, personnelle aussi. Mais oui, il peut être là, il défend la considéré... Russie, je crois. Là, il s'est un peu paumé. Alors, c'est Francis. Francis, il est... C'est Francis. Voilà, c'est En Francis. plus, il tape, Mais- non? Il a toujours des histoires de bagarre. Ouais, après, moi, j'ai jamais eu ce genre de relation avec lui, donc on a toujours Mais au eu. moins, il est entier. Au Mais, moins, lui. bah ça c'est clair. Francis, il est entier. Il fait pas semblant, oui, ça c'est sûr. Alors, maintenant, on va parler de votre tournée de France pour le droit de vote. Et c'était assez étonnant parce que vous faites la tournée de la France pour dire aux gens d'aller voter, alors que vous-même, vous pouvez pas voter. Mais oui, justement, parce que et c'est là où je pense que certains n'ont pas compris la force de ce projet à l'époque. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Hmm. Il y a des gens qui ont ce droit de vote. Les femmes ont eu leur droit de vote il y a à peu près 70 ans. Et les gens ne se rendent pas compte de ça et qu'il y a d'autres personnes qui meurent dans d'autres pays aujourd'hui encore en se battant pour ça. Donc, il faut l'exercer. Et en plus, quand on se plaint, je suis désolé, je vais être cru dans mes paroles, mais quand on ne vote pas, on ferme sa gueule. Je suis désolé. C'est ce Quand qu'ont t'as pas fait les voté- gens en 2002, qui se sont plaints alors Exactement. qu'ils n'étaient pas allés voter. Quand tu as voté, la démocratie a parlé. Bon, c'est peut-être pas la personne pour qui tu as voté. Elle ne correspond pas à tes aspirations, à tes idées, à tes attentes, à tes perspectives. Tu peux critiquer. Tu peux te battre. Tu peux t'organiser de façon démocratique pour essayer de faire tomber cette personne-là de façon démocratique. Mais quand tu votes pas, je suis désolé. Même je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par la politique et que voilà. Bon, mais on est en France, on a quand même cette chance-là, il faut s'en servir. En fait, vous vouliez presque dire d'un certain côté, moi je peux pas voter, et donc je vois Faites-le. le fait que vous pouvez voter, Exactement. l'importance que ça a. Alors que Exactement. quand on a le truc, quand on le possède, on s'en fout. C'est comme pour tout d'ailleurs Voilà. dans la vie. Voilà, on ne se rend pas compte parfois de la richesse de ce qu'on a et on veut toujours ce qu'on n'a pas. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, vous rencontrez même Le Pen. Alors c'est étonnant parce que Le Pen accepte de vous rencontrer, mais pas De Villiers. Bah oui, après moi C'est un hasard? Non, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, Le Pen, c'est un des endroits d'ailleurs où on a été le mieux reçu à l'époque. Et d'ailleurs, ça avait fait tout un truc quand j'étais sorti de là-bas et il y avait tous les journalistes qui étaient là, qui m'ont interviewé. Et je leur dis, bah écoutez, voilà, moi, il y a eu 2-3 fois pendant l'interview où je me suis dit, je crois que je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Tellement il manquait d'humanité pour moi. Quand je lui pose la question, mais ça ne vous dérange pas de voir qu'il y a des enfants, des policiers qui vont chercher des enfants dans les écoles pour les emmener dans des centres de rétention parce que les parents n'ont pas leurs papiers et que les gamins sont enfermés dans des centres de rétention avec leurs parents, alors que c'est contre les principes élémentaires des droits de l'homme. Et elle m'a dit, bah non, mais écoutez, c'est normal, les enfants subissent le sort de leurs parents, c'est normal. Et ça, à ce moment-là, j'ai eu une montée d'adrénaline là. Je me suis dit, mais comment on peut avoir une telle froideur par rapport à cette situation-là, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de drames derrière tout ça en plus. Et on ne part pas de son pays de gaieté de cœur, et je peux vous en parler en connaissance de cause. Et les gens qui quittent leur pays abandonnent tout. Leur être, leur terre qui les a vus naître, qui a vu leurs premiers pas, leur environnement, les gens de leur famille, ils abandonnent tout ça. Mais c'est quelque chose d'une violence
extraordinaire. Je ne parle pas du petit pourcentage qui quitte parce qu'ils ont envie d'aller explorer d'autres choses et que voilà. Mais la grande majorité, ils ne quittent pas de gaieté de cœur. Ils n'ont pas envie de venir remplacer les Français. Non, ils ont envie tout simplement de vivre. Mais comment vous expliquez, ce qui est assez étonnant, c'est que la première génération d'immigrés, les immigrés par exemple italiens, là, sont souvent les plus anti-immigration et finalement voteraient aujourd'hui pour celles qui ne voudraient pas les accueillir. Donc c'est assez paradoxal. Bah, vous savez, il y a toujours ce syndrome du premier arrivé. Ah oui. Bah, oui, le premier arrivé pense qu'il est plus légitime que les autres, donc s'il peut fermer la porte aux autres, il le fait. De toute façon, et d'ailleurs, c'est pas valable que pour eux. Hein. Moi, je vois même certaines personnes qui sont issues de nos quartiers, qui des fois ont des postes à des endroits, c'est les premiers qui ferment la porte aux autres. D'ailleurs, comment vous analysez Zemmour? Parce que j'avais l'impression que dans Zemmour, il y a le côté du type qui se sent pas totalement français, qui a un petit complexe là-dessus, et qui du coup veut jouer encore plus français que français, être encore plus royaliste que le roi, veut surjouer le truc. Mais c'est souvent comme ça. Moi, je suis pas étonné. D'ailleurs, j'avais tweeté un truc à un moment donné pour dire aux gens qui votent pour lui, mais réfléchissez une seconde. Et d'ailleurs, c'était une photo avec lui et Jean Messia. Et je dis, mais est-ce que vous avez un cerveau? Si vous avez un cerveau, vous voyez bien que vous avez un Algérien et vous avez un Égyptien qui vous parle de grands remplacements en France. Génial. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cette phrase de Gaulle qui disait que les Français sont des veaux, là, je me dis qu'elle l'a, mais pleine puissance. Et ce qui est génial, c'est les deux qui citent la phrase « La France est un pays de race blanche ». Là, Mais voilà. non, mais c'est c'est drôlissime. Je préfère en rire, moi, parce que ça me... la bêtise humaine, parfois, je ne sais plus qui disait que le monde avait peut-être une limite, mais la bêtise humaine, on est sûr qu'il n'y a pas de limite. Alors, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous expliquez, vous vous battez pas pour avoir la nationalité française, mais pour le droit de vote des étrangers. Et pourquoi ce combat pour le droit de vote des étrangers alors que c'est pas le combat principal? Je vais vous rectifier déjà. Oui. Je vais vous rectifier tout de suite sur la question, pour des questions de sémantique et d'impact de la sémantique sur les gens. Les mots ont un sens. C'est pas le droit de vote des étrangers. C'est le droit de vote des résidents étrangers. C'est complètement différent. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent en France, qui sont établis en France, qui payent des impôts, qui travaillent et qui, eux, la seule différence, c'est que sur leur papier, ils ne sont pas français. Je suis désolé qu'on me dise que la présidentielle soit liée à la nation et donc à la question de la nationalité, je peux l'entendre. Mais qu'on me dise que les élections locales, je suis désolé, les municipales, c'est le quotidien des gens, c'est notre trottoir, c'est notre vie de tous les jours. Pourquoi ces gens qui contribuent à l'économie française, qui contribuent au bien-être commun, qui payent des impôts, pourquoi ces gens-là n'auraient pas leur mot à dire sur leur environnement direct? Mais est-ce que vous considérez que ces gens-là n'ont pas la nationalité française parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils souhaitent garder là, ou est-ce que c'est parce qu'on leur refuse? Avez-vous déjà essayé de faire les démarches pour avoir la nationalité? Alors, ok, je vous en parle en connaissance de cause. C'est un parcours d'une humiliation extraordinaire la plupart du temps. Parce que vous allez faire la queue à la préfecture parfois toute une journée. Alors, allez à la préfecture, par exemple, de Bobigny, vous allez comprendre. Il y a des gens qui payent des personnes pour aller faire la queue la veille, à partir de minuit, pour le lendemain espérer avoir accès à la préfecture, et ce n'était pas sûr. Cette humiliation-là, elle est inacceptable pour des êtres humains. Et lorsque vous y parvenez, qu'on vous fait revenir 20 fois, en vous demandant de nouveaux papiers, vous savez, un jour, moi, quand j'ai décidé de faire ma nationalité, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont pris la tête pour le faire. Je pouvais passer par d'autres canaux. À ce moment-là, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Je veux passer par le circuit normal, comme tout le monde. Et je peux vous dire, un jour, je suis arrivé à la préfecture et
Ça faisait au moins la 5e fois que je revenais. Parce qu'à chaque fois, on me disait qu'il manque tel papier, tel papier. Il y a des tests en plus, non? Des sortes de... Oui, de français, tout ça. Qu'on pourrait faire passer aux Français, ce serait assez amusant. Qui ça n'aurait pas serait 90% drôle. française. Ça serait très très drôle. Génial, ça. Ah oui, ça serait La très plupart drôle. des Français, les mecs complètement abrutis là, Non, mais- ils n'auront jamais la Ça nationalité. serait quoi. très Voilà. drôle, très drôle. Mais et la 4e fois, j'ai dit à la dame, vous savez quoi, hein, parce que la fois d'avant, je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne regardez pas la totalité du dossier et vous me dites une bonne fois pour toutes tous les documents qui manquent pour que je n'ai pas à revenir 20 fois. Parce que sur le site, je suis venu avec tous les documents qui étaient demandés sur le site. Elle m'a dit, bon, écoutez, non, mais c'est comme ça. Bah voilà, si la prochaine fois il manque quelque chose, on le dira la prochaine fois. Voilà. Et ben j'ai pris mon truc, j'ai dit, vous savez quoi, votre nationalité, vous la mettez bien profond là où je pense. Et je me suis barré. Et c'est des amis qui m'ont pris la tête pour faire la démarche autrement. Et que voilà, et que j'ai fini par faire la démarche. Mais franchement, cette humiliation-là, c'est... ouais. Non, je suis pas... Non, je suis pas d'accord. Et pourtant, je suis 10 000 fois plus impliqué que la grande majorité des Français pour l'intérêt général. Depuis toujours, j'y ai sacrifié mon temps, mon énergie, mon argent et puis ma vie familiale. La mère de mes enfants est partie à cause de mes engagements. Ah oui? Eh oui, bah oui. Donc, il y a un moment où il y a des choses, on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre cette humiliation-là de plus. C'est trop. Alors, on va parler de la police, et vous dites dans une chanson, pire qu'en 68, la France va sauter, révolution, la prochaine sera gore. Et est-ce qu'on peut pas aussi se demander, vous dites aussi, dans la street, je rêve d'être l'assassin des flics qui butent nos frères. Est-ce que, je crois que c'est Pasolini qui disait en 68, je suis du côté du CRS, car c'est les prolos contre les fils de bourgeois, les manifestants. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que les flics sont... C'est très bizarre, sont encore plus délinquants que les délinquants. Alors, moi, je ne vais pas tomber dans cette facilité-là Ouais. parce que partout, il y a des bons, partout, il y a des Ouais, cons. bien sûr, monsieur. Vous avez la grande majorité des gens dans la police sont des gens bien, qui respectent la loi, qui font leur boulot correctement, qui aiment leur boulot et qui le font correctement. Mais la police, et je le répète, certains syndicats de police n'aiment pas quand j'utilise cette phrase-là, mais j'étais heureux quand Macron l'a utilisée lui-même. La police est à l'image de notre société. Donc, ça veut dire qu'il y a un pourcentage dans la police qui sont des gens pourris. D'ailleurs, Les Ripoux, c'est pas moi qui ai fait le film Les Ripoux. Hein. C'est inspiré de faits réels. Et on a vu d'ailleurs à Marseille des policiers qui sont tombés dans mon quartier. Moi, je les voyais, des policiers qui contrôlaient certains des potes là qui faisaient des trafics et tout ça. Ils les contrôlaient, ils les mettaient en dessous d'un Porsche et ils leur prenaient tout l'argent qu'ils avaient sur eux et les shit qu'ils avaient et ils se barraient. Ce shit-là, il n'était pas consigné après. L'argent qu'ils prenaient n'était pas consigné. Donc, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai grandi aussi avec ça, avec cette image aussi de la police. Mais je n'oublie pas aussi une chose, et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de généralité. Et contrairement à ce que, justement, cette instrumentalisation que les gens du Front National font souvent de cette chanson que j'avais fait à l'époque, que j'avais écrit un soir où j'étais en studio en train de terminer mon nouvel album, mon premier album solo, et que j'ai la famille des proches de Riyad Amlaoui, un jeune qui avait été tué à Lille, et qui a pris une balle dans le dos, et on a parlé de légitime défense des policiers. Et quand ils m'appellent pour me dire ça, je fais cette chanson-là et je dis une chose. La phrase, elle est très claire. Encore une fois, la sémantique. Le sens des mots. Dans la street, je rêve d'être l'assassin du flic. Ah oui, oui. Du flic qui bute nos refs. Nos frères, donc. Donc, je ne parle pas des flics en général. Et n'importe quel être humain, quel sentiment avez-vous tout de suite quand si on vous dit que cette personne a tué quelqu'un de ta famille, quel sentiment tu as sur l'instant? Tu te dis, je vais la buter. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai exprimé dans cette chanson-là, mais je ne mets en aucun cas tous les flics dans le même lot. Il y a un film en aucun cas. C'était un film d'extrême droite, j'ai pas compris pourquoi, c'est Backdoor. Backdoor, je trouve, montre un truc assez vrai, c'est que on montre que les flics sont aussi, en fait, ils fument du shit,
Ils consomment le shit qu'ils prennent chez les gens, ils le prennent pour le consommer. Et en fait, entre eux, d'un côté la dealeuse et du coup le flic, en fait, c'est juste un coup de dé pour qu'un était d'un côté et l'autre était de l'autre côté. Mais rien ne les sépare en fait. Et ils vivent avec les racailles, on peut dire ça, voilà. Ils vivent avec elles et ils sont pareils. Et en fait, il faut pas les idéaliser, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que je déteste une chose et je la combats avec encore plus de virulence aujourd'hui, c'est la généralisation. Je ne supporte pas la généralisation. Quand les flics disent, ouais, les mecs, les jeunes dans les banlieues, c'est des voyous, c'est des racailles, eh ben non, je suis désolé, non. Quand les jeunes dans les banlieues disent que les flics, c'est tous des pourritures, je ne suis pas d'accord non plus. Il y a des gens bien des deux côtés et il y a des pourris des deux côtés. Et c'est ces gens-là qu'il faut combattre. Les pourritures, nous, on nous demande de combattre les pourritures dans nos banlieues. Eh ben, il faut qu'au sein de la police elle-même aussi soit capable de faire le ménage en son sein. Et on a vu avec tous les scandales qu'il y a eu, tous les sites d'extrême droite, de fachos, avec des propos extrêmement racistes, xénophobes, antisémites et misogynes qui ont été mis à jour, qui venaient des flics. Et donc, ça veut dire qu'ils sont à l'image de notre société. Il n'y a pas d'exception dans cette société. Et alors, Bac Nord, c'était pas si mal. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, c'est d'une puissance extraordinaire. En termes de jeu, pareil, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, au final, il n'y a pas d'espoir. Oui, c'est hyper nihiliste comme film. C'est un peu désespérant. C'est la seule chose, moi, qui m'a laissé un peu perplexe, c'est qu'il n'y a aucune note d'espoir dedans. Donc, mais sinon, je trouve que ce film, moi, je l'ai conseillé à tout le monde. Hein. J'ai dit à tout le monde d'aller le voir. Et pourquoi on a dit que c'était un film d'extrême droite ? Mais parce qu'en fait, déjà le timing dans lequel le film était sorti, c'était il y avait les trucs à Marseille, tout ça, donc c'était un peu suspect pour certaines personnes en tout cas. Et puis je trouve que la manière dont le truc est traité, on peut s'interroger en fonction de si on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà. C'est comme les gens qui vous disent on ne vit qu'une fois. Eh ben moi, je dis on ne meurt qu'une fois, les autres jours, on a tous les autres jours pour vivre. Alors, là, on a peut-être un point de désaccord, c'est le contrôle au faciès. Parce que, est-ce que vous condamnez le contrôle au faciès, et là, mais est-ce que tous les contrôles ne sont pas au faciès ? Est-ce que, parce que quand on a une vieille dame, par exemple une vieille dame noire, on a peu de chances qu'on la contrôle. Donc il faut être vieux. Non, mais c'est pas ça. Il faut être une vieille dame noire pour ne pas se faire contrôler. Est-ce que les contrôles au faciès, c'est pas aussi les policiers ont l'habitude de voir les gens qui sont plus délinquants que d'autres et donc les contrôlent plus. Mais c'est comme à une époque on contrôlait les blousons noirs. À une époque, dans les années 60, on contrôlait plus les blousons noirs, on contrôlait plus les gens qui avaient, je sais pas, des boucles d'oreilles ou des tatouages, mais c'était pas du racisme anti-tatouage. C'est plus que quand on se voyait, je sais pas, si on voit quelqu'un qui a l'air de sortir selon la vision, selon les statistiques, selon l'habitude de ce qu'on voit, on va plus ou moins contrôler. Et à une époque, c'était les blousons noirs. Après, selon les mutations de la délinquance, par exemple, pourquoi on va plus contrôler un Rome ? Pourquoi c'est pas du racisme, c'est plus... Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je suis pas fan des généralisations, voilà. Donc voilà, mais les contrôles aux faciès, ils existent et ils sont nombreux. Moi, il m'est arrivé plein de fois de me faire contrôler par les flics. Dans cette tenue-là, y compris ? Peu importe. Ouais. C'était il y a 2 ans, place de la République. J'allais à l'émission sur LCI. Voilà. Il m'arrête. Le mec, il commence à mal me parler. Je dis, mais monsieur, vous me parlez autrement déjà. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je ne suis pas votre pote. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je fais. Vous ne savez pas d'où je viens. Comment... Vous ne me parlez pas comme ça. Hein. Il me dit, tu fermes ta gueule. Et là, je le regarde. Je dis, vous savez quoi ? Là. Dans une demi-heure, je suis sur LCI, là. Est-ce que vous venez de faire ? Je vais le dénoncer là-bas. Et après, il y a un autre de ses collègues qui est arrivé là, qui a vu que ça allait mal se passer, parce que ça aurait pu mal se terminer si j'étais encore plus jeune.
Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la sagesse et je gère les choses autrement par rapport à avant. Mais la plupart de ces jeunes qui, eux, n'ont pas ce recul, qui n'ont pas mon âge et qui n'ont pas mon expérience, eh ben, eux le vivent autrement. Mais est-ce que c'est du racisme pour autant? Alors, tu le sens. Ouais. Tu le sens dans la manière dont le mec te parle, dans la manière dont il te regarde, dans le mépris qu'il peut avoir en ton égard. Mais combien de fois ils m'ont contrôlé en me demandant « Mais tu fais quoi dans la vie, toi, pour te payer une voiture comme ça ?» Je regarde, je dis « Écoute, bah, peut-être que je fais ce que toi, tu pourras jamais faire et que tu pourras jamais te payer jusqu'à la fin de ta vie avec ton salaire de merde. » Voilà comment je lui répondais parfois. Parce qu'on ne peut pas mépriser les gens comme ça parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils viennent de tel quartier. Je suis désolé. Non, il y a des vrais problèmes de contrôle au faciès, il y a des vrais problèmes de racisme en France. Il faut le dire. Moi, je ne dis pas que la France est raciste, mais je dis qu'il y a des racistes en France. Et il y a un logiciel. Et c'est là où je pense que des fois, les personnes qui luttent contre ça font aussi l'erreur et du coup décrédibilisent le combat qu'ils mènent aux yeux de certains qui disent que oui, regardez, ils mettent le racisme à tous les trucs. Mais c'est que vous avez des gens qui, pour parler de... Il faut dire les mots, il faut utiliser les mots qu'il faut. Sur les mots MOTS, mettre sur les mots MAUX. Il y a des problèmes de racisme en France, de discrimination, et c'est prouvé que quand vous êtes noir ou arabe en France, vous avez... Les plus contrôlés sont les Roms et ils sont blancs. Alors, c'est encore un autre problème, ça. Même si on le met dans la question du racisme, c'est encore un autre sujet. Parce qu'il y a un mode de vie, il y a tout un truc qui fait qu'il y a cette espèce de suspicion permanente. Mais pour quelle raison quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler normalement, qui prend le métro, et il se fait contrôler tout simplement parce qu'il a ce faciès. Moi, comme il dit, l'autre il disait, j'ai mon héritage sur ma peau, mon héritage sur mon visage. Mon héritage, c'est ma peau. C'est le seul truc que j'ai hérité de mes parents. Mais j'ai pas choisi. C'est comme ça. Donc, il y a des problèmes de... Et d'ailleurs, les études l'ont montré, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est pas aussi parce que dans tous les pays, les populations immigrées sont souvent plus pauvres, sont plus... voilà, et donc du coup, comme la pauvreté est facteur de délinquance, on les contrôle plus, mais de la même manière qu'on contrôlerait plus un Rome ou là, vous êtes dans l'idéalisme. Moi, je suis un utopiste convaincu et un idéaliste, mais quand même. Non, mais là, parce que c'est du vécu. Je l'ai vu faire. J'ai vu des flux qui te disent ferme ta gueule, sale noir, ou ferme ta gueule, sale arabe. De manière juste, avec les mots, quoi. Il n'y a pas de... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui deviennent flics parce qu'ils veulent conduire en respectant aucun code de la route, parce qu'ils veulent pouvoir frapper des gens sans être inquiétés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques flics qui ont un peu des aspirations de racaille, au fond? Non, mais comme partout, encore une fois, moi, je fais attention à ne jamais... Est-ce qu'il ne faut pas mieux les former? Alors ça, c'est un vrai problème. Ouais, parce que là, il y a un vrai problème de formation chez les flics et il y a un problème d'affectation. Et c'est comme d'ailleurs chez les profs, c'est pareil, la question de l'affectation des profs. Si vous voulez, vous prenez des gens qui sortent d'école et vous les mettez dans un quartier que vous savez compliqué. Non, mettez des gens d'expérience. Ils sauront gérer la psychologie, la manière de faire, l'approche. Ils sauront faire. Évidemment, quand il y a des délinquants, il faut taper. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on dégage tous les dealers de nos quartiers. J'ai aucun problème à ce que tous les mecs qui font des braquages et des trucs et tout ça, qu'on les dégage de nos quartiers parce qu'ils pourrissent la vie des gens. Tous les mecs qui tiennent certaines cités et empêchent les gens, qui les contrôlent à l'entrée de... Je suis désolé, tous ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais une fois qu'on a dit ça, certains jeunes qui font ça, par exemple, les choufs, là, comme on les appelle, certains jeunes qui font ça, pourquoi ils font ça à un moment donné? Eh ben, c'est tout ça. Et il faut s'attaquer à la racine du mal. Arrêtons de prendre la conséquence. Attaquons-nous à la cause. Il y a aussi des gens qui font ça parce que dans certains quartiers, c'est pas possible de vivre autrement comme ça. C'est justement, et tout ça, les politiques, je peux vous dire une chose. Les politiques, s'ils avaient envie de régler ce problème-là, ça fait longtemps qu'ils l'auraient réglé. Ça arrange tout le monde. Je vous le dis, gauche, droite, centre, ce que vous voulez,
ce truc-là arrange tout le monde. Ces trafics dans les quartiers arrangent tous les politiques parce qu'ils ne sont pas obligés de leur proposer d'autres alternatives qu'ils ne peuvent pas leur proposer. Vous pensez que c'est pour ça qu'on légalise pas le cannabis? Parce que ça, Je ça pense que tient les ça, quartiers, ça en grande certaines partie, je personnes. pense. Ouais. Et Je vous êtes pense. pour? Moi, je ne suis pas pour parce que Non, je suis anti-drogue. Donc, Bah oui, on est d'accord. moi, je ne C'est parce fume que- pas, je ne bois pas. Donc, Est-ce que derrière je- les discours prenant la légalisation du cannabis, il n'y a pas un discours sous-jacent qui dit que le cannabis est pas dangereux? Alors que quand même, ça a quand même des conséquences. voilà, ça hein, développe des sur le schizophrénies, ça... J'ai des potes Ouais. aujourd'hui, si vous les voyez, parce que, malheureusement, et c'est triste d'ailleurs, il y a même un des artistes qui a révolutionné le rap français. Ce mec-là, moi, c'est mon pote d'enfance. À l'époque, il fumait pas du tout. Quand il a commencé à se mettre dans le truc, à traîner avec certains mecs qui fumaient tout le temps, il est parti là-dedans et à un moment, il a complètement vrillé. Et il a formé les plus grands rappeurs que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que certains continuent à faire des grands trucs aujourd'hui. Et ce mec-là, ça a été le plus gros gâchis. À un moment, il est devenu complètement schizo. Il était complètement lunatique. Et toute la journée, il a l'impression qu'il est suivi. Il est tout le temps... Enfin, Mais il y a une grande hypocrisie, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de pub pour l'alcool, mais il y a tout le temps des pubs pour le cannabis. Il y a Combini qui fait des interviews sandwich, où il y a des gens connus qui ont réussi, qui ont tout bien fait dans leur vie, qui expliquent qu'ils fument 15 joints par jour. Et on montre jamais les dégâts, les gens qui ont des gènes qui ont dans leur famille un schizophrène et qui deviennent schizophrènes à cause du cannabis, les gens qui perdent complètement leurs repères, qui sont déscolarisés. On montre pas ça. Il y a une pub pour le cannabis. C'est bizarre, alors que c'est interdit. C'est étrange. Bah oui, mais c'est... Oui, moi, je pense... De toute façon, il y a une forte hypocrisie dans notre société, malheureusement. C'est ainsi. Donc, il faut... Après, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui vont fumer leur shit et ça va les détendre. Ils vont passer une bonne soirée, ils vont être détendus, ils vont... Voilà. Et comme des gens qui vont boire un verre de vin, ça va les détendre, et d'autres qui vont boire un verre de vin, ils vont partir complètement en vrille avec. Donc, ce n'est pas les mêmes conséquences sur les uns et les autres. Donc, mais pour les plus jeunes, on doit les protéger. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a quand même une différence, pas là, mais le cannabis peut vraiment révéler des pathologies mentales. Bien sûr. Contrairement à l'alcool, non. On voit pas même quelqu'un qui boit. Voilà, il n'y a pas de pathologie mentale. Non. Vous voulez aussi interdire l'alcool? Non, mais c'est pareil. Pour moi, il y a une hypocrisie là-dessus. L'alcool fait autant de dégâts que plein d'autres drogues, et pourtant c'est toujours légal. Le tabac, la cigarette, c'est pareil. Mais ça, c'est un marché, les cancers, c'est un marché qui rapporte des et milliards ben à la voilà, France. les cancers, ça tue énormément de monde, et pourtant, voilà, c'est toujours légal. Donc, il y a toute une hypocrisie autour de tout ça. Moi, c'est pour ça que. Est-ce que c'est pas aussi un peu des soupapes de décompression, Oui. des choses qui permettent un peu de maintenir la société, Bien sûr, évidemment. de calmer les gens, comme les anxiolytiques. Exactement. Bah, regardez, on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Alors, c'est drôle, vous dites une chose amusante sur Hollande, et après on a bientôt fini. Vous dites la France ne se rend pas compte de ce qu'elle a perdu avec Hollande. Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et moi, j'avais reçu un Lamain qui m'avait dit, qui avait bien connu tous les présidents, et qui m'avait dit que Hollande était un monarque débonnaire, mais méchant. Ah bon? Non? Eh ben, écoutez, moi, je connais pas ce Hollande-là. Mmh. Peut-être qu'eux l'ont pratiqué sous d'autres angles et qu'ils peuvent dire ça, mais moi, le Hollande que j'ai connu, c'est quelqu'un qui était d'une intelligence extraordinaire, mais alors extraordinaire, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un joueur d'échecs, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est un fin stratège, et avec une... alors, je pense que dans tous les politiques, dans tous les grands politiques, je pense qu'il y a une part de cynisme dans la plupart de... Bon, mais moi, en tout cas, ça n'a jamais été à mon égard. Et l'autre chose qui me fait douter de ça, c'est que Hollande n'aime pas fâcher les gens. Et parfois, à tort. Et je l'ai vécu. Je ne l'ai jamais raconté médiatiquement,
Mais je l'ai vécu parce qu'à un moment, on me disait, on me posait la question sur les plateaux, bah oui, mais alors, oui, Hollande, il paraît que, voilà, mais je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai vu qu'il n'aimait pas fâcher les gens. Donc, il va contourner le truc pour essayer de trouver une autre solution, mais il ne va pas aller de façon frontale sur... D'ailleurs, et je pense que c'est ce qu'il a perdu. Hein. Au moment où Montebourg et toute la bande là ont commencé à lui chier dans les bottes à l'époque, il aurait dû les virer immédiatement. Aujourd'hui, ils disent tous que c'est la faute d'Hollande, le fait que la gauche soit dans ce marasme. Je suis désolé, ce n'est pas de la faute d'Hollande. Ce sont eux-mêmes, quand ils parlent du PS en disant que c'était le fossoyeur du PS, ce sont eux-mêmes les fossoyeurs du PS. Je suis désolé. Quand vous crachez sur celui qui vous a emmené en tant que ministre, celui qui vous a nommé en tant que ministre, quand vous lui crachez dans la soupe, à ce moment-là, et vous lui chiez dans les bottes, je suis désolé. Assumez, parce que vous croyez que vous y arriverez tout seul, sans lui. Eh bien non, vous êtes tombé dans le fossé et vous avez disparu. Il faut qu'ils s'en prennent aux responsables. Ce n'est pas lui le problème. Ce sont ceux qui lui ont chié dans les bottes dès le lendemain, de son propre camp, dès le lendemain de sa prise de fonction. Il ne faut pas inverser les rôles. On prend toujours la conséquence. Encore une fois, les mecs prennent jamais, et ils ne prennent jamais leur reste. Mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Exactement, ben voilà. Et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Est-ce que vous disiez en 2007, mais c'était en 2007, qu'il était fascisant. Est-ce que Sarkozy, vous n'êtes pas un peu nuancé votre jugement? Eh ben, écoutez, moi je vais vous dire, c'est encore pire aujourd'hui parce que je trouvais que ce qu'il a fait en Libye, ça c'est pour moi c'est impardonnable. Toutes les affaires qu'il a, elles ne sont pas sorties de nulle part. Hein. Donc on peut nous raconter ce qu'on veut, mais tout ça est pas. Et les gens qui connaissent les fonds de ces affaires-là, ils vous le disent. Je connais énormément de monde et quand je discute avec eux, voilà. Bon, mais vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui avec Éric Zemmour. Cette façon décomplexée de traiter les autres, de parler des autres, eh ben, il y a plein de gens qui se disent, mais comment on a pu aller aussi loin? Mais moi, ça fait déjà depuis 2005, depuis les propos de Sarko à l'époque, que je dis attention, attention, on est en train de démocratiser la fascisation de notre société. Ce qui se produit aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas étonné de cette facilité que les gens ont dans la rue à te traiter de sale arabe, de sale noir ou de sale musulman. Moi, je ne suis pas étonné. Et là où c'était encore plus grave pour moi, c'est que quand Le Pen le dise, et je le disais déjà à l'époque, si vous revoyez certaines interviews que j'ai faites, je le disais déjà à l'époque, c'est que quand Le Pen le disait, on savait. Quand un mec comme Sarkozy, qui est du camp républicain, utilise les mêmes mots que quelqu'un qui est classé à l'extrême droite, ça veut dire qu'il avalise ces propos-là. Et c'est encore plus grave, parce que si lui le dit, ça veut dire alors qu'il est républicain. Voilà. Et donc, c'était encore plus grave. Et c'est surtout la première fois qu'on a un candidat d'extrême droite qui a moi, j'en avais parlé dans une émission à la main, mais on me l'avait reproché, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont vraiment l'extrême droite de l'extrême droite. Mais de toute façon, alors, vous pouvez utiliser le mot, voilà, parce que Marine Le Pen a dit les nazis du Front National sont partis avec Zemmour. Je voyais des réunions autour d'Éric Zemmour où il y avait un monsieur Jean-Yves Le Gallou dont on m'avait raconté qu'il était négationniste, quand il était au Parlement européen, il faisait des schémas de chambres à gaz pour montrer qu'elles n'avaient pas existé. Et c'est pour ça qu'il a été viré par Le Pen du Front National. Il a été viré par Jean-Marie Le Pen, et on le retrouve chez Zemmour. Eh ben... c'est génial. Mais la boucle est bouclée. On a le candidat qui est le plus extrême de tout, qui est soutenu par Bolloré, qui est soutenu par une chaîne de télé. Bon, qu'est-ce qui vous étonne là-dedans ? Non, mais Le Pen, moi, je suis pas étonné. Passait pour un peu le diable de la République. Quand il passait à la télé, c'était là. Là, on a une chaîne qui a fait campagne pour Zemmour, on peut le dire. Oui, mais bon, ces gens-là, est-ce qu'ils ont une éthique? Voilà. Vous alliez parfois sur CNews. Mais moi, j'ai fait pendant pratiquement 13-14 ans CNews. Ouais, vous y allez plus? J'y vais de temps en temps, mais chez Morandini. Ah oui. De temps en temps. Plus chez Pascal Praud? Plus chez Pascal Praud, pour plusieurs raisons déjà, parce qu'il y a... Alors...
Moi, encore une fois, je ne fais pas partie des gens qui disent que Pascal est un fasciste. Non. Pascal est à l'image d'une bonne partie de la France, c'est-à-dire la vieille France conservatrice qui a peur. Voilà. Elle a peur, et pour avoir eu des discussions avec Pascal en privé, en dehors de l'antenne, je sais qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de musulmans, ils ont peur des Arabes, ils ont peur de tout ça. Cette société en mouvement, justement, ils ont peur de ça. Mais Pascal, c'est tout sauf un raciste. Tout sauf un raciste. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent « Mais non, mais comment tu peux le défendre ?» Mais je le défends parce que là-dessus, parce que je le sais que c'est pas un raciste. Par contre, son émission, depuis 3-4 ans, ce que véhicule cette émission, avec les chroniqueurs qui l'a choisi, c'est un problème. Parce que eux aussi ont contribué à démocratiser le racisme et la parole haineuse en France, en toute tranquillité. Et c'est un problème. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça marche? Parce qu'ils font une mission à l'image de la société pour faire Non, mais lui, il fait son business. Voilà, Pascal, il fait son business. Et c'est son droit. Mais nous, on est aussi en droit de lui dire que, attention, c'est dangereux. Ce qu'il véhicule est dangereux. Ils te disent tous, oui, mais vous surestimez le pouvoir des médias. À qui ils veulent raconter que les médias n'ont pas d'impact sur les gens. Nous, on est dans des zones urbaines, donc on se fréquente, on se connaît, donc on n'a pas les mêmes... moi, j'ai pas d'a priori sur un noir ou un arabe. Voilà, quelqu'un qui vit à la campagne, qui a pas ces populations-là autour de lui. Les seules images qu'il a de ces gens-là, c'est ces conneries-là qu'il entend à la télé. Comment tu veux pas que la personne se construise un imaginaire par rapport à ça? Parce qu'il a que ça pour en juger. Et des fois, quand il te rencontre, moi, pendant ma tournée en 2006-2007, j'étais dans un village. À un moment, il y avait une personne âgée qui voulait traverser la rue. Et je me suis arrêté. Je voyais que les voitures passaient sans la laisser passer. Donc, à un moment, je me suis arrêté. Et je suis descendu de ma voiture parce qu'elle avait des courses à côté. Et je voulais lui poser les courses de l'autre côté. Quand je suis descendu, quand elle m'a vu arriver, mais elle tremblait. Et je lui ai dit, madame, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est juste parce que je voulais vous aider à traverser, mais rassurez-vous. Et donc, je lui ai dit, donnez-moi la main. Elle hésitait un peu. Et j'ai pris son sac et je l'ai fait traverser. Et je lui ai dit, vous êtes loin? Elle me dit, non, je suis à la porte. J'ai dit, je vous pose le sac juste devant. Et là, elle me regarde et elle me dit, dis donc... c'est pas ce qu'on m'avait dit. Je dis, vous savez ce que les gens disent parfois. Voilà. Et dans la vie, c'est aussi ça. C'est pas de sa faute à elle. Elle a ces préjugés-là. Voilà. Parce que toute la journée, quand elle allume sa télé, ce qu'on montre de ces populations-là, c'est ça. Voilà. Écoutez, Ross, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu ce soir avec le Chant Céleste. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.